Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, un épisode un peu spécial parce qu'on est en présentiel pour la première fois. Bonjour, ben oui, c'est en tout cas, faut pas nous présenter puisque vous savez qui on est. Cette semaine, encore quelques sujets, on va surtout parler de la NFL puis du hockey, puis on va tout de suite passer à la semaine 16 de la NFL. Puis là, tranquillement, on voit de plus en plus des équipes qui commencent à se qualifier pour les séries éliminatoires au niveau de la NFL. On avait déjà les Rams de Los Angeles la semaine dernière qui avaient confirmé leur présence. Mais là, on en a quand même quelques-unes autres qui ont rejoint le portrait. Mais tout d'abord, il y en a une qui pouvait se qualifier, c'est lors du match de jeudi entre les Rams justement et les Seahawks. Les deux équipes qu'on rappelle étaient à 11-3 avant le match. On a eu droit à tout qu'un match. Vraiment un match incroyable. Dominé par les Rams au début, mais finalement les Seahawks sont remportés sur des jeux un peu bizarres. On va pas se mentir. Surtout des équipes spéciales. Ouais, des équipes spéciales, mais surtout, on va se rappeler de la conversion de 2 points de Sam Darnold qui était assez spéciale aussi. Ça, si vous l'avez pas vu, allez voir. Ils ont complètement raté la conversion, mais comme la passe n'était pas vers l'avant, c'est comme s'il y avait fumble, puis c'est Charbonnet qui a pris le ballon dans la zone de but, mais tout le monde pensait que le jeu était fini. Finalement, ils ont donné. Ouais. Puis sans ça, ils n'auraient pas créé l'égalité. Puis Sam Darnold a enfin gagné un gros match important, mais en même temps, dans les moments importants, il a quand même fait 2 interceptions. Mais après ça, il a réussi à remporter. Puis vraiment, ça a été un match incroyable. Puis pour les Rams, je dois le dire, à part Puka Nacua, là, les autres receveurs, là, le 84 et le 22, là, ils ont juste échappé le ballon toute la game. Pour vrai, ça aurait dû être facilement remporté par les Rams. Puis justement, les Rams, ils s'étaient qualifiés, mais ils passent derrière les Seahawks dans leur division. Parce que là, les Seahawks sont 12-3, ils sont qualifiés, mais c'est eux qui seraient premiers. Donc en plus, là, les formats des séries, comment c'est fait, moi je trouve ça mal fait. Ils passent de premier à 5e seed, derrière les Panthers, qu'on va parler plus tard, qui sont 8-7. Quand eux sont 11-4. Moi, je trouve que ça marche pas, mais bon, ils vont probablement gagner s'ils affrontent les Panthers. Pour eux, c'est quasiment bénéfique. Ouais. Donc, on peut continuer avec le prochain match. Oui, donc après, il y avait un match Eagles-Commanders qui s'est soldé par une victoire des Eagles. On s'y attendait. Les Eagles, fallait qu'ils gagnent. Justement, ils ont confirmé leur participation aux éliminatoires aussi. En même temps, les Eagles, on va se dire, c'est pas la division la plus forte. Non. La deuxième, c'est les Cowboys, la deuxième équipe dans leur division. C'est pas incroyable tant que ça. Donc maintenant, avec une fiche de 10 victoires, 5 défaites, les Eagles qui ont confirmé leur place aux éliminatoires. Puis pour les Commanders, on rappelle, c'est une saison oubliée. Pour ce qui est de l'affrontement, on avait un gros affrontement dans la division NFC, la Nord, je crois. Je me souviens bien, entre les Packers et les Bears de Chicago. Lors du dernier affrontement entre les deux équipes, on se rappelle que les Packers l'avaient emporté. Quand même, c'est un match relativement serré. Puis là, cette fois-ci, les Bears ont eu le meilleur avec une victoire en prolongation. Ouais. Une super belle remontée parce qu'à un moment, ils perdaient 16-9, je crois. Ouais. Puis dans les derniers instants du match, on réussi à remonter et finalement à le remporter. Face aux Packers, victoire de 22-16, notamment un attrapé spectaculaire en prolongation. Oui, vraiment une très belle sur une passe de Caleb Williams. Les Bears qui, en même temps, eux, c'était pas suffisant pour se qualifier en éliminatoire cette victoire-là. Toutefois, avec les résultats des matchs du dimanche, ont réussi finalement à se qualifier aux éliminatoires. Donc une première participation série depuis un moment pour les Bears. Donc ça va faire du bien pour les fans de Chicago qui sont maintenant 11-4 puis qui prennent une bonne avance sur... pratiquement une avance de 2 matchs en tant que tel sur la division, puisque les Packers sont 9-5-1. En tant que tel, donc grosse victoire pour Chicago. Sinon, pour les matchs de dimanche, ça c'est un match qu'on avait beaucoup blagué la semaine dernière parce qu'on se disait les deux équipes sont tellement moyennes qu'ils vont vouloir, qu'ils vont perdre et que ça va finir match nul. C'était le match entre les Panthers de la Caroline, j'allais dire Panthers de Floride, et les Buccaneers de Tampa Bay, les deux équipes au top de leur division. Ouais. Les deux qui avaient une fiche de 7-7. On se rappelle que les Panthers la semaine dernière ont perdu contre les Saints. Ouais, c'est pas, et que les Buccaneers contre les Falcons. Moi, je pense que n'importe laquelle des deux équipes qui fait les séries vont se faire détruire par les Rams ou les Seahawks, tout dépend qui termine premier. Pour vrai, les deux voulaient pas gagner. Les Bucks, à la toute fin, comment ça s'est terminé, c'est Baker Mayfield qui a lancé une interception. Puis en plus, il y avait même son receveur était même pas proche, Mike Evans, du tout du ballon. Donc les Panthers l'ont remporté comme ça. Puis les Panthers, au début de saison, quand on avait fait le preview, on avait parlé qu'ils pourraient être une équipe qui surprend. On pensait pas jusqu'à faire les séries. Mais finalement, ils vont probablement faire les séries. Tout dépend des derniers matchs. Mais en ce moment, sont eux qui sont premiers. Et juste pour vous dire, les Bills qui sont 11-4, c'est ça? Oui. Sont pas premiers de leur division. Mais les Panthers 8-7, oui. Donc, c'est assez bizarre. Ils sont pas assurés de faire les séries, les Bills, encore. Ils sont bien partis, mais ils sont pas assurés. Justement, les Bills, victoire quand même relativement serrée de 23-20 contre les Browns de Cleveland. Ça, c'est un match qu'on s'attendait peut-être à être moins serré. Mais au moins, ils l'ont emporté.
Donc, c'est toujours ça, les Bills, maintenant, qui ont 11 victoires, 4 défaites. Les Chargers également, qui ont connu quand même un gros match, victoire Justin de Herbert, 34-17 gros match, contre les Cowboys de Dallas. Donc, une belle victoire pour les Chargers. Les Saints, qui sont vraiment sur une très très bonne lancée. On rappelle bien sûr les commentaires de Olivier et de Jacob au début de la saison. Lorsqu'on faisait le preview, les Saints, on va pas en parler plus de 20 secondes parce qu'il n'y a rien à dire. Effectivement, ça a pris très longtemps avant qu'ils gagnent un match. Mais là maintenant, on 5 victoires, 10 défaites. Donc, ils feront pas les séries malheureusement cette année, mais potentiellement une remontée. Juste pour dire, Saints sont 5-10 et les Chiefs, qu'on va parler un peu plus tard, sont 6-9. Ah, c'est effectivement. C'est rough. Donc, victoire des Saints 29-6 contre les Jets de New York. Ça, c'est pas une grosse équipe, mais pareil. Il fallait gagner ce match-là. Les Vikings du Minnesota, victoire de 16-13 contre les Giants de New York. Pas un match qui était ultra important ou ultra intéressant à regarder. Ça n'a pas été un gros match de Jackson Dart. Si vous faites des fantasy, il a fini avec 1 point. Ouais, c'est effectivement. On peut pas dire que c'était un gros match. Sinon, les Chiefs de Kansas City, on sait que Patrick Mahomes est blessé jusqu'à la fin de l'année avec un torn ACL. Le quarterback, le carrière remplaçant, est lui aussi blessé pour la même raison. Et les Chiefs ont perdu 26-9 contre les Titans. Donc... ils n'ont pas fait de points, on pouvait s'en douter, mais la défense n'a pas été bonne non plus contre une attaque qui n'est pas très bonne du Titans. Les Titans. Est-ce que les Chiefs ont fini genre top 5 pire équipe? Parce que là, ils sont 6-9. Il y a plusieurs équipes comme les Saints qui se rapprochent. Les Dolphins sont 6-9. Donc, ça se peut qu'il y ait un très bon choix au repêchage. C'est pas ça qu'on s'attendait. Plusieurs personnes pensaient qu'elle allait peut-être se rendre encore au Super Bowl. C'est vraiment surprenant les Chiefs cette année. Effectivement, surprenant dans le mauvais sens du terme. Puis les Titans qui ça a l'air qu'ils sont plus as. Donc, puis en parlant des Chiefs, Travis Kelce connaît pas la meilleure des saisons. C'est moins pire que l'année passée, mais c'est pas sa meilleure saison. Mais il a quand même été voté numéro 1 pour le Pro Bowl. Je vais rien dire, mais... Bon, ça y est, on est fruits. Bon, ok, c'est grand. Puis justement, Travis Kelce, au moment dans son podcast, quand il parle des Chiefs, il dit ouais, les Chiefs en tant que tel, il parlait comme un peu... Il disait pas nous, là. Nous, c'est ça. Il disait vraiment les Chiefs. Donc, ça sent peut-être la retraite de son côté. Ben, c'est ce que son frère il a dit. Profite des 3 derniers matchs, puis après, tu vas voir en tant que tel. Si tu sens vraiment le besoin de prendre ta retraite, tu vas le savoir en toi. Sinon, les Bengals, leur saison est pas mal terminée. Victoire de 45-21 contre les Dolphins. Donc, les Dolphins, la remontée, finalement. Ça va s'arrêter là. On va oublier ça. Toutefois, ça se pourrait que Mike McDaniel soit de retour l'année prochaine. Écoute, toi, seras probablement plus là. Du moins, je l'espère pour les fans de Dolphins. Si c'est pas lui, les autres carrières qui ont, c'est pas fou non plus. Ouais, non, il va falloir aller chercher. Ils peuvent peut-être aller reproposer 4 choix de premier tour pour Joe Burrow. Non, tu penses pas? Non. Non, ok, c'est bon. Parce que Joe Burrow, lui, on dirait que le football, il aime pas tant ça, on dirait. Sinon, pour les autres matchs de dimanche, les Cardinals, pour une fois, qui sont restés dans le match plus de la moitié d'un quart, c'était déjà ça. Ils menaient à partir d'un moment. Toutefois, défaite de 26-19 contre les Falcons d'Atlanta. Donc, une autre défaite, on tank, mais bon, c'est pas grave. Un autre bon match de la part de Kyle Pitts pour les Falcons, ça fait 2 de suite. Peut-être que finalement, ça va être le tight end qu'on s'attendait depuis toutes ces années. Mais mauvais match pour Trey McBride qui n'a pas connu une super performance. Je sais que je ne vais pas en parler dans Fantasy, j'ai perdu. On passe à d'autres. C'est bon. Sinon, on avait un gros match dans la AFC entre les Jaguars et les Broncos. Oui. Les Broncos, que tu sais, ça faisait des semaines qu'ils gagnaient 11 victoires de suite. On disait, ils vont gagner. Mais non, les Jaguars l'ont remporté 34-20. Donc, c'était même pas tant serré. Ils sont actually for real, les Jags. C'est. Oui. Ils devraient faire du dégât parce qu'on sait qu'ils ont une bonne défense. Mais là, l'attaque trouve Trevor Lawrence, très très bon match. Et Travis Etienne connaît une bonne saison, donc il pourrait vraiment surprendre en série. Là. Oui, donc les Jaguars, pour être Trevor Lawrence, s'il se blesse pas, c'est un très très bon carrière, puis comme tu l'as dit, la défense marche bien. Les Broncos, il y a certains fans des Broncos que j'ai vu sur Twitter, ils disaient que c'était peut-être le temps qu'ils perdent comme un match, comme une claque d'en face. Ouais, c'est ça. Imagine, il y avait cette claque-là au premier match des séries. Ouais, non, c'est comme pas le moment d'avoir une claque. En tant que tel, donc victoire des Jaguars. Sinon, Steelers-Lyon, victoire des Steelers 29-24, un match une fin assez bizarre. Et les Lions, ce qui fait très mal, c'est que là, plus ça avance, peu de chances qu'ils font les séries, parce qu'on rappelle qu'ils sont dans la division des Packers et des Bears. Les Bears qui sont 11-4 et les Packers qui sont 9-5-1. Donc oui, les Packers sont moins bons, mais pareil, ça reste qu'ils sont devant, moins de défaites. Puis surtout, ça s'est fini d'une façon assez bizarre. PO, si tu peux en parler le dernier jeu du match, il perdait justement par 5 points. Là, Jared Goff fait une passe à Morrison Brown. Mais là, il se fait comme plaquer. Là, il lance le ballon à Goff qui réussit à prendre le ballon puis marquer le toucher. Que là, on est genre, il a marqué, il a réussi à gagner le match. Finalement, il y a eu un flag qui a été lancé. Puis quand tu revois la reprise, pendant son tracé, St. Brown pousse un peu le joueur de l'autre équipe pour faire son tracé. Puis on a collé la pénalité. C'était vraiment soft. Le gars en défense, il était pas très solide sur ses pieds, sa vidéo. Mais moi, j'aurais pas donné de pénalité. J'ai demandé à du monde qui écoute le football depuis plus longtemps que moi. Puis
tout ça un peu douteux, surtout au moment du match, t'étais où, là? On peut comprendre peut-être premier quart, mais là, moi, j'aurais pas collé cette pénalité-là. Je pense pas que c'était une pénalité. Puis ça joue vraiment la saison des deux équipes, là. Les Steelers perdaient ce match-là, puis c'était pas sûr qu'ils feraient les séries. Puis là, c'est quasiment sûr, à cause que les Ravens, ça va pas... Ils n'ont pas gagné leur match. Mais là, les Lions aussi, ça joue sur leur série, leur saison aussi. Là. Ben là, écoute, on peut se dire qu'on est potentiellement dans un scénario où trois équipes qu'on attendait au top de la ligue, les Chiefs, les Ravens et les Lions, pourraient manquer les séries, les trois. Donc c'est absolument... C'est juste une preuve que la saison est vraiment bizarre dans la NFL cette année. Sinon, pour ce qui est des Texans, victoire de 23-21 contre les Raiders. C'est un match qui est un petit peu trop serré pour ce que c'était. Mais en tout cas, victoire des Texans, maintenant qu'ils sont 10-5. Sont en très bonne position pour faire les séries cette année. Sinon, justement, on parlait des Ravens. Les Ravens qui sont maintenant retournés en dessous de 500, défaite de 28-24 contre les Patriots. Donc ça, est-ce qu'on peut dire que c'était une grosse victoire pour les Patriots? Parce que souvent, ce qu'on critique du côté de la Nouvelle-Angleterre, c'est que oui, ils sont 12-3, mais ils ont joué genre 8 matchs contre les Browns, puis les Dolphins, puis les Jets. Mais là, victoire de 28-24, un gros match de Drake May, plus de 300 verges accumulées par la passe. Un excellent match de la part du carrière. Puis les Patriots, qui pour la première fois depuis 2021 se qualifient pour les éliminatoires également. Donc, il reste à voir s'ils vont être premiers de leur division ou les Bills vont passer devant. Mais ils sont en bonne position pour être premiers de leur division. Puis encore là, ils pourraient techniquement encore obtenir le bail dans parce que les Broncos ont perdu, qui ont juste un match de différence. Donc, donc les deux qui ont une fiche de 12 victoires, 3 défaites. Et du côté des Ravens, 7 victoires, 8 défaites. C'est rough, surtout que dans la même division, les Steelers sont maintenant 9-6. Les Steelers qui sont encore assurés cette année d'avoir une fiche au moins d'au-dessus de 500. Ça fait 22 saisons. 22 saisons consécutives, oui. Donc Mike Tomlin, il est bon pour faire des saisons de fit. Ça fait 19 saisons de sa part qu'il est coach avec cette équipe-là. Puis ils sont tout le temps 9-8, 10-7. Ils sont jamais une bonne équipe. Peut-être une ou deux saisons qui sortent de l'ordinaire. Mais sinon, ils sont tout le temps moyens. Puis ils sont éliminés au point d'eau. Ils font les séries. Oui. C'est déjà ça. C'est comme les Maple Leafs. Puis finalement, le dernier match qui s'est terminé au moment où on enregistre le match entre les Colts et les 49ers, victoire de San Francisco 40-27. San Francisco qui est toujours même 41-27. Le match est peut-être pas terminé. Il reste 7 minutes, mais en tout cas, ça achève. Puis pour les Colts, maintenant qui vont avoir une fiche de 8 victoires, 7 défaites, c'est la fin aussi du côté des Pour vrai, Philip Rivers connaît encore un très bon match. Il y a 235 verges au moment qu'on se parle, 2 passes de toucher. Mais Brock Purdy est encore meilleur, vraiment. Il connaît un match de fou, 285 verges et 5 passes de toucher. Donc, tout un match pour Brock Purdy. San Francisco, qu'on pensait toute l'année qu'il allait peut-être une année descendre, finalement. Ils connaissent une très bonne saison. Puis ils pourraient être dangereux en série. C'est une équipe qu'il faudrait surveiller. Là. Surtout si leurs joueurs reviennent de blessure, quand même, en tout cas certains. Ça pourrait faire très mal. Mais non, Philip Rivers, 44 ans, qui joue quand même très très bien. Puis qui n'a pas peur des lignes défensives des autres équipes. Donc moi je dis ça, Tom, si tu vas revenir. Avec les Raiders, avec les Cards. C'est bizarre, les Raiders, il manque quoi? Il manque peut-être un petit carrière, Geno Smith. C'est comme j'ai vu, truc pas de rapport, mais j'ai vu comme une joke, c'est quelqu'un qui dit j'ai vraiment raté mon examen, ça a pas mal été. Je veux pas mettre de voyons comment on dit ça, de coupable, mais je trouve que Geno Smith est peut-être pas innocent dans l'histoire, d'accord? Je vais juste charler sur Geno Smith. C'est quand même assez drôle. Donc, c'était les matchs pour la semaine 16. Semaine 17 maintenant, qui va commencer avec 3 matchs la journée de Noël, donc le 25 décembre. Ça, c'est classique du côté de la NFL. Notamment l'année passée, je me rappelle que les Chiefs avaient détruit les Raiders le jour de Noël. Pour ce qui est de cette année, les Chiefs vont rejouer. Toutefois, là, malheureusement, ce ne sera pas un match très intéressant. Surtout contre les Broncos. Les Broncos devraient partir favoris pour cet affrontement. Surtout contre le troisième corps arrière. Donc, contre les Broncos, ça va les aider pour être premiers. Ouais, c'est ça. On a bien beau dire des trucs sur Bo Nix, que des fois ils jouent comme. S'ils perdent ce match-là, il y a un problème en tant que tel. Puis sinon, avant, on a Commanders Cowboys. Puis Vikings-Lions. Les Lions, c'est comme un match de la dernière chance. Il faut absolument remporter ce match-là. Les Vikings, eux, sont déjà éliminés. Toutefois, les Lions, après, il va falloir que les Packers, puis comme les... C'est les Packers, je pense que c'est eux qui se battent en ce moment. Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir que les Packers perdent. Puis, justement, les Packers ont joué samedi. Tout d'abord, il y a Chargers-Texans. Ça, c'est un match qui peut être assez intéressant. Deux équipes qui sont relativement similaires. 11-4 Los Angeles, 10-5 Houston. Donc, qui va arrêter la séquence de victoire de l'autre? Ben, surtout Houston, qui sont sur une super belle séquence de victoire. Donc, ça va être à surveiller de ce côté-là. Puis sinon, Packers-Ravens. Donc, les Ravens, s'ils veulent rester en vie, même si ça va être compliqué, il faut qu'ils gagnent ce match-là. Puis pour les Packers aussi, s'ils veulent pas se mettre dangereux avec les Lions, il va falloir remporter ce match-là aussi. Puis même d'autres équipes, on parle des Lions, mais il y a d'autres équipes dans la nationale qui peuvent menacer. Green Bay. Sinon, dimanche, les Panthers, ça va être un match dur à remporter contre les Seahawks. Vraiment très dur. Donc, si les Panthers gagnent, ils sont actually relevant, puis ils méritent leur place en série. Sinon, c'est sûr que c'est les Seahawks. Même s'ils perdent, on va pas leur en vouloir tant que ça.
Mais c'est très important parce que si on regarde du côté des Buccaneers, ils vont affronter les Dolphins. Donc c'est vraiment si on perd contre Miami du côté de Tampa Bay, c'est qu'on mérite absolument pas de faire les éliminatoires. Mais si on gagne, on peut avoir encore une chance. Les deux équipes qui reviendraient une fiche de 8-8 si on imagine que les Panthers perdent contre Seattle. Sinon, Cardinals-Bengals, un match qui n'a pas beaucoup de... pas du tout. On s'en Deux fout. équipes de fond de classement. On s'en fout. Les Steelers, une autre victoire qui serait facile à aller chercher contre Cleveland. Donc, en tant que tel, ça va être à surveiller. Les Jaguars aussi, victoire que maintenant va être plus facile à aller chercher contre les Colts. En tant que tel, on rappelle les Colts 8-7 maintenant, à moins qu'ils sortent une remontée. Un moment, il était 7-1 dans la saison. Donc, ça fait très mal. Ça fait mal. Puis le pire, c'est qu'ils sont allés all-in aussi. C'est qu'ils ont trade beaucoup, des choix de repêchage. Sauce Garner. Effectivement, pour rien. Donc, sinon, Dolphins, Buccaneers, on l'a déjà dit. Patriots contre les Jets. Ça devrait être une victoire simple. Ça devrait être une victoire simple. Donc, tu sais, ça risque de pas être fini parce que les Broncos partent hyper favoris contre les Chiefs. Les Patriots vont partir hyper favoris contre les Jets. Qui va remporter. Donc, c'est ça. Si les deux équipes remportent, les deux vont être à 13-3. Donc, il va leur rester un match. Il y a vraiment tout le bail dans l'américaine qui se joue là. Sinon, on a Saints-Titans, qui est un petit tank ball. Mais pas putain, autant. Parce que les Saints. Parce que les Saints peuvent remonter, puis ils pourraient me devenir 6-10. Ça pourrait être une belle remontée. Ils pourraient finir 7-10 avec une équipe qui a commencé avec. Qui ont fini comme commencé 0-8, un truc de même. Mais sinon, on aurait dit que c'est le plus gros tank ball, mais le plus gros tank ball est le match juste après, à 16h05. On a Raiders-Giants. Ça, c'est un gros match. Oui, deux équipes qui ont une fiche de 2 victoires, 13 défaites. J'ai hâte de regarder ce match-là. C'est pas fou. T'es sûr qu'on veut pas tu veux pas l'écouter Si je me fais la performance de Jackson Dart de cette semaine, là, même ça sera pas Jackson Dart, Geno Smith, on a un affrontement de légende. Ça va être affreux. Les gens qui se promènent sur les réseaux sociaux, qui voient le meme du WrestleMania, l'intro avec Dwayne Johnson et The Rock, non, c'est vraiment les mêmes, mais Dwayne Johnson et John Cena. Mais ouais, c'est ça. Donc en gros, il y en a qui disent, non, c'est les Raiders, autres c'est les Giants. Non, pas sûr, non. Le match à surveiller. Son Eagles-Bills, ça va être un match très intéressant, les Bills qui vont chercher à assurer leur place en série aussi. Moi, je pense qu'ils peuvent partir favoris, parce que les Eagles, on sait, c'est pas l'équipe la plus... Ben même les Bills... Non, c'est sûr. Les deux, ils pourraient aller au Super Bowl, comme les deux pourraient être premier tour éliminés, puis je serais pas surpris. Là. Non, effectivement. Donc, c'est une saison bizarre dans la NFL. Sinon, les Bears qui ont un gros match contre les 49ers aussi. Deux équipes qui vont être 11-4. On va dire que San Francisco gagne ce soir. Donc, ça va être à surveiller aussi. Les Bears, on le sait, s'ils veulent rester premier de leur division, aussi, pour la première place d'association, ça va être plutôt compliqué. Là. Même je pense que ça va être limite impossible, à moins que... Ben, ils pourraient finir 13-4 au mieux, puis par exemple, C'est-tu les Seahawks? Non, les Seahawks pourraient finir 12-5. Non, ils pourraient. Ils pourraient encore, mais ça va être compliqué. Il faudra que les Seahawks perdent leurs deux derniers matchs. Puis si les Seahawks perdent contre les Panthers, il y a un problème. Puis sinon, lundi, on a Falcons-Rams, donc les Rams qui vont pouvoir se reprendre de leur défaite et rester dans la lutte pour la première place dans la division et potentiellement dans la nationale aussi, avec une victoire contre les Falcons. Donc, c'est les matchs du côté de la semaine 17 dans la NFL. Dernière nouvelle du côté du football aussi. On a appris aujourd'hui que les Chiefs de Kansas City vont déménager de leur stade du Arrowhead Stadium, leur stade historique au Missouri, pour aller directement dans la ville de Kansas. Donc, directement en tant que tel, on quitte l'endroit où ils étaient depuis pas mal leur début. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas la même ambiance. Le Arrowhead Stadium, c'est vraiment un stade qui est hyper reconnu dans la NFL. Beaucoup de gens disent que c'est une des meilleures ambiances dans toute la ligue. Donc là, ça va faire bizarre, mais il reste encore au moins quelques années. Mais le stade aussi peut se faire vieillissant. Donc, c'est pas mal tout pour les nouvelles du côté du football en tant que tel. Maintenant, si on passe du côté du hockey, on va avoir la LNH, on va avoir un peu de nouvelles aussi du côté du Mondial Junior aussi. Mais tout d'abord, plusieurs joueurs, deux joueurs qui ont marqué leur premier but. Le plus québécois des Américains, Gabriel Perreault, qui a marqué son premier but pour les Rangers de New York, le fils de Yannick Perreault, notamment reconnu pour avoir été un All-Star en 2007. Je sais pas si je te l'apprends, mais voilà. Oui, en 2007, il devait pas avoir grand-chose dans son équipe. Puis en plus, je peux rajouter une autre fierté parce que c'est un membre des Coyotes au moment où il a été élu joueur au match des étoiles en 2007. Ça veut dire que votre équipe... il y avait Ed Jovanovski aussi, on avait des bons joueurs. Bon, ok. C'est pas ça que j'appelle bon joueur. Ed Jovanovski, tu peux pas dire que c'est un mauvais joueur. Ben, c'est pas un bon joueur non plus. Là. C'est un défenseur légendaire des Canucks. C'est probablement le deuxième meilleur après Quinn Hughes. Canucks, ça va pas haut, comme on dit. Sinon, on a aussi des nouvelles du côté des Canadiens de Montréal qui ont fait une transaction qu'on entendait parler dans les dernières semaines. On savait qu'il y avait un intérêt à ce qu'ils reviennent. Et finalement, c'est officiel. Philippe Danault est de retour avec les Canadiens de Montréal. On s'appelle lui, qui avait été acquis dans une des meilleures transactions, si ce n'est la meilleure transaction de Marc Bergevin, ou à part avec elle de Nick Suzuki peut-être. Mais en tout cas, la transaction qu'avaient envoyé Dale Louise et Thomas Fleischmann aux Blackhawks pour
Philippe Danault, Puis un choix de 2, qui est devenu Alexander Romanov. Donc, Philippe Danault qui a donné les fiers services aux Canadiens de 2016 jusqu'à 2021. Son plus grand moment, on se souvient, la Saint-Jean, la passe sur le but de Lekonen, puis après ça, la pizza avec la pizza avec Caulfield. Donc, oui, donc retour avec les Canadiens. Puis, on sait, il y avait des rumeurs qui disaient que les Kings voulaient Jake Evans en retour, ce qui aurait été un peu cher payé. Surtout parce qu'on voit que Danault a vraiment ralenti niveau production, c'est 5 points en 30 matchs. Ouais, mais c'est ça. Là, on va le chercher vraiment défensivement. Ouais. Pour les mises en jeu, il est encore à 53%. Mais c'est vrai que contre Jake Evans, ça améliore pas les Canadiens en tant que tel. Non, c'est comme échanger 4,25 sous pour une pièce. Ça revient vraiment au même. Mais là, ça tombe bien parce que justement, là, Jake Evans s'est blessé au dernier match. Ouais. Donc là, Danault, au moins, il va remplacer ça. Que quand tout le monde va être en santé, les 4 centres, ça va probablement être Suzuki, Kapanen, Danault, puis Evans. Donc là, tout le monde va être pas mal dans sa chaise. Puis ça serait mieux que là, en ce moment, on est comme Owen Beck, Veleno, qui prend des mises en jeu, puis c'est pas fameux. Le Veleno, là, il va pouvoir se tasser. Arrête de parler du talent générationnel, talent exceptionnel de la LGMQ. Quand tu le demandes 6 fois avant que tu te le donnes, parce que tu l'as pas. Philippe Danault, juste on n'a pas parlé du retour, mais c'est un choix de deuxième tour que les Canadiens ont donné aux Kings, donc quand même pas très cher. Non, mais c'est un choix de deuxième tour de Columbus, oui. Qu'on a eu dans la transaction de l'année. C'était Harris contre l'année puis un deuxième. Donc là, c'est Harris, qui est pas bon, contre l'année et bon. Philippe Danault. Donc c'est ça un gros win. Oui, un gros win pour les Canadiens. Sinon, Mason Marchment aussi qui est passé au Blue Jackets. Au Blue Jackets, il était à Seattle contre un choix de 2 puis un choix de 4, puis il a déjà marqué avec sa nouvelle équipe. Donc quand même une belle ajout pour Columbus. Je trouve ça un peu bizarre que Columbus sont quand même bas dans le classement, mais en même temps, tu gagnes 3 matchs de suite puis t'es rendu en haut du classement. Mais c'est comme les Sabres ont gagné 6 matchs de suite. Ils sont back. Ouais, ils sont back. Ils sont dans le mix Buffalo. Sinon, en tant que tel, j'avais pas parlé du premier but de Daniel But. Ça tombe bien, l'espoir le joueur du Mammouth repêché par les Coyotes. On s'en souvient, j'étais très content qu'il l'ait repêché en 2023. Mais donc, Daniel But qui va marquer son premier but dans la LNH. Sinon, Sidney Crosby de son côté est devenu le meilleur pointeur de l'histoire des Penguins de Pittsburgh, dépassant Mario Lemieux. C'est sûr que si Mario Lemieux n'avait pas eu une carrière autant remplie d'embûches, avec ses blessures, le cancer aussi, les années qu'il a manqué, il serait probablement un peu plus loin devant. Ouais, pas mal plus loin parce qu'il a joué seulement 900 matchs. Là, ouais, tu sais, c'est pas tant. C'est pas tant en tant que tel. Donc, mais là qu'il l'a dépassé, donc Sidney Crosby. Enfin, il va pouvoir être échangé. Il est premier d'un pointeur de l'histoire des Penguins. Maintenant, il est prêt à venir au Canadien? Non. Pas tant. Non, pas tant. Ben oui. Sinon, nouvelle du côté des Maple Leafs. Les Maple Leafs, on sait, ils ont perdu Mitch Marner dans l'entre-saison. On a essayé de remplacer ça avec Nicolas Roy, Michael Pezzetta et Mathias Maccelli. Ça n'a pas marché tant que ça. Puis là, ça va pas très bien, les Maple Leafs qui sont au fond de l'Est. Matthews va pas bien, Nylander veut pas se forcer. Non, c'est... on a écouté un peu, j'ai écouté des extraits de Steve Dangle. Ouais, de Steve Dangle de son podcast sur TikTok. Puis il disait, moi, je veux bencher Nylander. Il se force vraiment pas. On dirait qu'il joue pour que son coach soit renvoyé, en gros, en tant que tel. Puis justement, il y a des rumeurs qui disent que Craig Berube a perdu la confiance de sa chambre en tant que tel. Mais voilà, c'est ça. Le problème avec Toronto, c'est que j'ai l'impression que la moitié des joueurs sont juste payés et qu'ils veulent pas se forcer. Matthews et Nylander donnent vraiment cette impression-là, malheureusement. C'est vraiment bizarre, Matthews. Il a marqué 2 fois 60 buts, quasiment 70. Puis là, il est à quoi? 10 buts? 13 buts? Non, pas tant. Pas tant. Il est vraiment en dessous. Il n'y a même pas point par match, c'est ça. Il y a moins de points que Darren Radish. Surtout avec sa soirée de 3 points ce soir. Oui. Donc là, justement, les Maple Leafs, justement, ça va pas bien. Puis là, ils ont congédié, pas leur entraîneur-chef, mais leur entraîneur adjoint, Mark Savard. Mark Savard, un ancien des joueurs des Bruins de Boston, notamment. Puis justement, pour continuer une nouvelle dans l'Atlantique, Marc Bergevin a quitté son rôle avec les Kings et est maintenant assistant GM des Sabres de Buffalo. On se rappelle que les Sabres de Buffalo ont congédié la semaine dernière Kevin Adams, leur GM depuis 2020-2021, qui l'ont remplacé pour Jarmo Kekalainen. Depuis ce temps-là, ils sont invaincus. Et effectivement. Donc, c'était... Les Sabres sont back, comme on dit. Pas sûr. Non, oui. Tu te souviens, l'année, ils ont fait comme 11 victoires, je sais pas trop, mais ils ont choqué en fin de saison. Hein? Détail. Donc, c'est ça. Du côté des Canadiens, les Canadiens ont joué 4 matchs cette semaine, 2 défaites. Une défaite en temps réglementaire, une défaite en prolongation et 2 victoires. PO, tu peux parler rapidement de ces matchs. Le match contre les Flyers, la game était vraiment plate. Il ne passait pas vraiment d'action des deux côtés. Les Flyers ont fait pas trop d'erreurs, puis les Canadiens en ont fait plusieurs. Puis là, les Flyers ont remporté 4-1. Encore un gros match de Travis Egress contre les Canadiens. Ensuite de ça, on a affronté les Blackhawks. Pour vrai, les Blackhawks sont tellement mauvais, surtout sans Bédard. C'était atroce, c'était domination totale. C'était pas du Spencer Knight. Ça aurait été 10-1 pour vrai, je niaise même pas. C'était vraiment domination totale. Je pense que les tirs, ça finit genre 38-15. Pour vrai, ça n'avait pas rapport. Donc les Hawks, ça se peut que ça descende rapidement dans le bas fond du classement. Les Pingouins,
je dis que les Blackhawks sont pas bons. Les Pingouins, là, oui, ok, le deuxième match, ils ont battu les Canadiens, là, mais ils sont pas bons. La seule ligne qui fonctionne, c'est celle de Crosby, à cause de Crosby. C'est lui qui a volé le deuxième match du week-end. Pour vrai, les Pingouins, le reste des trios, c'est vraiment pas fou, surtout avec la blessure de Malkin. Donc, le premier match, on a remporté 4-0, Fowler, jeu blanc. Troisième plus jeune de l'histoire des Canadiens à faire un jeu blanc après Roy puis Carey Price. Donc, vraiment, là, tu te dis, Montembeault, bientôt, il faudrait qu'il remonte, parce que sinon, il va devoir passer au balotage. Mais là, Fowler fait un jeu blanc, il joue bien. Tu peux pas juste lui dire, retourne en bas. Puis là, ils ont dit que c'est lui qui jouait demain, mardi, contre Boston. C'est que là, finalement, on se ramasse un peu à une situation comme en 23-24, où on a 3 gardiens. À l'époque, on avait Montembeault, Allen et Primo. Bon, là, maintenant, les trois Mais en sont même partis. temps, est-ce que c'est bon pour Fowler d'être un... Faut qu'il joue des matchs. Ouais, il faut qu'il joue. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Là, ça a l'air que Montembeault était supposé, selon les plans, remonter ce week-end. Finalement, ils ont dit après les fêtes. Je pense que Fowler qui joue aussi bien, ça fausse les cartes. Puis que Dobech a recommencé à être bon. Oui, il a perdu 4-3 hier. Mais c'était quand même pas de sa faute. C'était pas des mauvais buts qu'il a accordés. Donc, défaite de 4-3 en tir de barrage contre les Pingouins. Honnêtement, comme je l'ai dit, à part Crosby qui a eu 2 points, si je ne me trompe pas, pour battre le record de Mario Lemieux. Le reste, c'était vraiment une domination des Canadiens. Surtout en prolongation, on a pogné 4 poteaux. Ouais, c'était une domination totale. Puis pour vrai, là, moi je veux parler de Slavkovski. Dans ses 14e matchs, il y a 14 points. Il est sur le deuxième trio. Avec Demidov, ça va super bien. Kapanen marque full de buts. Il est le meilleur buteur des recrues. Avec 11 buts, si je ne me trompe pas. Donc pour vrai, Slavkovski, on dirait qu'il est arrivé. Là. Il y a une séquence en prolongation. Il couvrait le temps. Il a failli enlever sa rondelle. Là, après ça, il y a eu une passe dans la classe. C'est lui qui l'a bloqué. L'autre joueur a réussi à reprendre la rondelle. Il l'a poussé, il a pris la rondelle, il a réussi à s'en aller, à en échapper, puis il a pogné le poteau. Donc pour vrai, Slavkovski joue vraiment comme le power forward qu'on voulait l'avoir. Il joue vraiment très très bien. Il a 14 points en 14 matchs, mais c'est pas juste ça, c'est vraiment, il joue physique, il protège la rondelle. Pour vrai, j'ai l'impression qu'il joue quasiment mieux sur le deuxième trio que sur le premier. Peut-être juste parce qu'on le voit moins sur le premier vu qu'il y a Caulfield Suzuki. Mais depuis qu'il est plus avec Caulfield et Suzuki, ça va moins bien. Caulfield, ça fait 5-6 matchs qu'il n'a pas scoré. Suzuki, il va un peu moins vite. Donc peut-être qu'on sous-estimait l'apport que Slavkovski avait. Puis là, j'ai l'air du gros glazer vu que c'est un joueur des Canadiens. Si vous voulez voir mes autres réseaux sociaux, j'ai jamais aimé Slavkovski, même que je voulais pas qu'on le repêche. Mais là, je dois lui donner, il joue vraiment très très bien récemment. Là, c'est le meilleur joueur des Canadiens depuis quelques matchs. Puis aussi, je voulais parler de Texier. Il joue vraiment très très bien. Il a beaucoup de points à 5/5. Et aussi, il y avait eu 2 autres points qui ont été refusés. Donc, pour être très bonne acquisition. Et là, avec Dano qui vient, Texier qui est là, je me demande quand les blessures vont. Les joueurs vont revenir comme Dak, Newhook, c'est qui que tu tasses. Parce que si tu mets tes 4 centres, Suzuki, Kapanen, Dano et Evans, pour ça, sur les ailes, tu as Bolduc, Demidov, Caulfield, Slav, c'est les 2 premiers trios. Ensuite de ça, le troisième, tu as Texier qui peut être là. Et lui, il joue très très bien, tu peux pas l'enlever. Anderson, il joue très bien sur le piqué, puis pour les 2 derniers matchs en fin de semaine, il est très bien joué. C'est ça, Gallagher peut-être, mais là, c'est dur de tasser Gallagher, le vétéran. Après ça, t'as Veleno, lui, je pense qu'il va écoper. Owen Beck, honnêtement, j'en parle pas, il a marqué son premier but. Ça faisait 3 fois qu'il marquait son premier but. Premier était refusé, le deuxième, finalement, c'est Dobson qui l'ont donné à Dobson. Et là, finalement, il a eu son premier. Il joue vraiment très très bien, hyper rapide, il peut jouer centre comme ailier. Donc, est-ce que tu enlèves lui? Est-ce que là j'ai nommé tout ça, j'ai pas nommé Dak qui revient, j'ai pas nommé Newhook qui revient, puis il y a Lainé. On a passé de pas de profondeur à jouer avec Jared Davidson à on a trop de profondeur. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis en plus, Sammy Blais a joué en fin de semaine. Ouais, donc c'est un autre nom, puis il a fait un point, donc il est point par match. Donc là, qui va jouer, on sait plus trop. Donc, comme Dak en 23-24, un peu par match. Ouais, il avait joué 2 games, 2 points, pas par match. Ah, ouais. Ah, même pas, c'est même pas 2 games, c'est 1 game et 1 tiers. Ouais, donc c'est plus qu'un peu par match. Ouais. Mais c'est ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais il y a tout le temps des blessés avec les Canadiens depuis 5-6 ans, on est tout le temps hyper blessés. Et un que j'aimerais ça qu'il revienne, c'est Goulet. Parce que honnêtement, Struble, Jacky, là, je commence à en avoir plein de cul. Faut pas avoir peur de dire les mots. Ben c'est calme, parce que cette semaine, Matheson a manqué des matchs, puis on a vu Struble sa première paire. Pardon. Il a fini le match, qu'il n'a pas joué de la 3e période. Ah. Juste pour vous dire. Mais pour vrai, Engstrom me surprend vraiment. Honnêtement, j'enlèverais Struble ou Jacky avant lui, si on avait à en enlever un. Donc, les jeunes fonctionnent bien, donc ça, c'est le fun à voir. Là, il reste qu'il faut gagner des matchs. On gagne assez de matchs. On est encore dans le top 3 de l'Atlantique. Ouais, mais là, les Panthers et Tampa roulent, donc là, ça va être compliqué. Faut pas commencer à perdre des matchs. Non, mais pour être dans l'Atlantique, tout le monde est encore dans la lutte, là, parce que tu sais, Buffalo à part Toronto. Ouais, Toronto, en tout cas. Si
Même à là, ils font 4-5 victoires puis ils sont ouais, c'est ça. C'est comme les Red Wings qui sont premiers, c'est aussi. Les Sénateurs, tu sais, qui sont pas dans le coup, ils sont pas en série, mais ils sont pas loin. Ça fait plusieurs matchs qui gagnent. Ouais, les Bruins aussi, tu sais. Les Bruins, tu sais, ça va se calmer un peu là, en tant que tel, Boston, parce que c'était pas supposé être fort comme ça. Mais non, pour l'Atlantique, une des divisions les plus serrées, la LNH au complet. Rapidement, au niveau du hockey, au moment qu'on enregistre, on rappelle, on est 22 décembre. Dans 4 jours, c'est le début du mondial junior. Enfin, j'ai envie de le dire, la meilleure tradition du temps des fêtes. Surtout, en tout cas, c'est surtout hyper le fun pour passer le temps de Noël puis jour de l'an. C'est comme le temps que tu sais pas t'es quelle journée de la semaine, t'es quelle date. Parce que tu te couches à 2h, tu te lèves à midi, c'est toujours ça. Fait que on rappelle le Canada qui ont retranché les derniers joueurs qui avaient pas besoin. Donc en gros c'est Jake O'Brien, un espoir du Kraken de Seattle, Marek Vanacker qui avait été rajouté rapidement, un espoir des Blackhawks de Chicago, et Jackson Smith des Blue Jackets de Columbus. Mais il y a une stat qu'il faut dire, c'est que Vanacker, c'est le meilleur marqueur de la Ligue de l'Ontario. Puis l'année passée, ils ont aussi coupé le meilleur marqueur de la Ligue de l'Ontario, donc ça fait 2 ans de suite. Ouais. Et Jake O'Brien a été coupé, et c'est le 2e meilleur marqueur de la Ligue. Pointeur, je veux dire. Donc, tu sais, il y a beaucoup de profondeur, ou soit on fait encore des mauvais choix de ce côté. Mais je pense vraiment plus cette année, c'est manque de profondeur. Je pense qu'il y a trop de profondeur. Trop de profondeur. On en a parlé la dernière fois. Ils ont 14 choix de premier tour dans les attaquants. Ouais. Et le seul qui n'est pas un choix de premier tour, c'est Gavin McKenna. Qui n'est pas repêché encore. Donc, non, il y a une grosse profondeur du côté. Cette année, on est supposé avoir une médaille, puis probablement en finale, on serait supposé. Les États-Unis, comme je l'ai dit, sont un peu moins forts selon moi. Et la Suède, justement, on peut en parler. On a joué 2 matchs contre la Suède. On a gagné le premier 2-1, mais on avait vraiment bien contrôlé le match. Et le deuxième, on a perdu 4-2. Ouais. Un but de McKenna dans son but. Ouais. Il a échappé la rondelle. Mais en parlant des matchs préparatoires, la Suède en ont perdu genre 5 dans leurs 50 derniers. Donc, en pré-tournoi, ils sont toujours très très forts. Donc, il ne faut pas trop en prendre. Même en préliminaire, les Suédois sont toujours forts. Mais ça, il y avait une stat comme qui avait gagné tous leurs matchs préliminaires pendant plusieurs années consécutives. Donc, non, on a très hâte de voir ça si ça commence en 4 jours, le 26 décembre. On rappelle le Canada qui est dans un groupe avec la Lettonie, la Tchéquie. C'est pas la Finlande. Ouais, la Finlande. Donc, en gros, les plus gros pays que le Canada va affronter en préliminaire, c'est la Tchéquie puis la Finlande. Ça va être ça les 2 plus gros matchs. Sinon, ça va être contre l'Allemagne puis la Lettonie, là, comme d'habitude, un peu. Là. Ça devrait bien se passer, on espère, surtout après les 2 derniers que c'est mal passé. Ouais, surtout. Moi, la défaite contre la Lettonie l'année passée, j'en ai encore lourd. J'en ai encore Sprigstead, en tout cas. Mais ouais, c'est ça, ça commence dans 4 jours. Tout comme la Coupe Spengler aussi qui commence dans 4 jours. On rappelle que c'est pour les fanatiques de l'époque des années 2010 des Canadiens, c'est un Memory Trip Lane avec DG Marc Bergevin et entraîneur-chef Michel Therrien. J'ai hâte de voir Jordan Will sur le premier powerplay. Ah non, c'est respectueux Julien, le coach. Personne va regarder. Moi, faudrait. Je check les highlights, j'espère qu'il gagne, mais. Non, moi, je vais checker. T'sais, une game dans l'après-midi, en plus que là, tu sais, dans les dernières années, au moins un des deux, tu sais, le championnat du monde junior, c'était comme en Europe. Ouais. Fait que, tu sais, les matchs étaient comme soit le matin, tôt, ou tu sais, tard le soir. Là, en tant que tel, tu sais, moi, ça me faisait quelque chose à regarder l'après-midi. Okay. Parce que c'est en Suisse, tu sais, c'est des games qui vont être en après-midi en tant que tel. Ça fait un truc à regarder. Ouais. Pour vrai. Ouais. En attendant. C'est entre une game. C'est pas. Je veux pas le manquer, c'est en attendant. C'est ça. C'est une game. Entre une game Tchéquie States et une game Canada-Suède, là, c'est ça que tu peux regarder. Sinon, c'est pas mal tout du côté du hockey en tant que tel. On peut passer rapidement du côté de la Formule 1. Tranquillement, dans les prochaines semaines, on va travailler sur notre vidéo de review de saison. On manque un petit peu de temps, malheureusement, pour le faire. Toutefois, on a une nouvelle du côté des circuits. On va avoir le retour d'un Grand Prix qui n'a pas été là depuis 2021, mais avant 2021-2020, il avait été absent depuis 1996. C'est le Grand Prix du Portugal qui va être de retour pour 2027 et 2028 sur le circuit de Portimao, qui justement qui avait tenu le Grand Prix du Portugal en 2020 et en 2021. Les deux à chaque fois qui avaient été ajoutés au calendrier pour cause de Grand Prix annulés par le COVID. Donc, qu'est-ce que j'en pense en tant que tel? Le circuit de Portimao, si on regarde les 2 courses qu'on a eues en 2020 et 2021, c'est sûr que c'est pas les mêmes voitures, c'est pas les mêmes réglementations. C'était pas des courses qui étaient très palpitantes, on va pas se mentir. 2020, le truc qui fait un peu fausser la piste, c'est qu'il y a eu plusieurs trucs, notamment c'est la course où Lewis a dépassé le record de victoire de Michael Schumacher. Il avait atteint sa 92e à ce Grand Prix-là en 2020. Puis sinon, il y avait eu un départ un petit peu fou, parce qu'il mouillait un peu, puis il y a des pilotes qui avaient plus de grippe que d'autres. Comme il y a Carlos Sainz qui avait mené les premiers tours avec McLaren, ou sinon le premier tour de Kimi Raikkonen avec son Alfa Romeo qui était passé de la 16e à la 6e place en un tour, qui avait été incroyable sur le départ en tant que tel. Mais sinon après 2021, à part le duel un peu loin entre Verstappen et Hamilton, il s'était pas passé grand chose. Donc c'est pas le meilleur circuit pour les dépassements.
Mais par contre, c'est un circuit qui est très excitant à voir juste en on-board. Parce que si vous regardez un on-board, le circuit il monte, il descend, il y a plein de virages, il est vraiment le fun à rouler dessus. Mais en tant que tel, en même temps, ça va être à voir avec les nouvelles voitures, des nouvelles réglementations qui arrivent l'année prochaine. Mais ça va être à surveiller. Puis pour l'instant, c'est pour 2 ans. On sait que ça va être probablement en alternance avec Spa ou Barcelone en tant que tel. On sait que Barcelone, eux, ils ont contrat jusqu'en 2026. Pour ceux qui ont 2 Grands Prix en Espagne l'année prochaine, avec le magnifique, je dis ça sarcastiquement, circuit de Madrid qui arrive. Puis sinon, Spa. Donc, il y a trop de circuits pour le nombre de Grands Prix qu'ils veulent mettre dans une saison. C'est sûr, il y a déjà beaucoup de Grands Prix. Là. Il y a déjà beaucoup de Grands Prix, beaucoup trop de Grands Prix dans un certain pays au sud du Canada. Je nommerai pas lequel, mais surtout avec 2 circuits sur 3 qui sont poches. Mais surtout un en particulier qui est en Floride. Toi, je sais que c'est le meilleur. Okay, arrête de dire ce que c'est la première victoire du champion du monde de cette année. En tout cas. Lando Norris. Puis sinon, Formule 1 aussi, rapidement, ça, on va peut-être en parler un petit peu plus longuement, mais il y a eu une controverse qui est sortie cette semaine. En gros, on a eu des oui-dire et des fuites dans le paddock, en tout cas, dans l'entre-saison, que Mercedes, pour leur nouveau moteur 2026, aurait trouvé une espèce de truc, qui aurait exploité une zone grise dans le règlement moteur, qui leur permettrait d'avoir un moteur plus puissant d'une dizaine de chevaux, même. En tout cas, il ne faut pas exagérer, proche peut-être. De 15, ouais, proche de 15 chevaux plus puissants que les autres, en gros, parce qu'ils ont exploité une zone grise dans le règlement qui rendrait le moteur plus puissant. Ils pourraient délivrer plus de puissance, eux et Red Bull. On se rappelle, Red Bull, techniquement, l'année prochaine, font leur propre moteur, en partenariat avec Ford aussi, ça, il faut en parler, mais pareil. Donc là, il y a une polémique qui est sortie de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on laisse? Techniquement, ce qu'on dit, ils ont le droit de faire ça parce que la Formule 1, c'est un sport d'innovation technologique. Donc, tu sais, c'est eux, c'est à les autres équipes de trouver ce truc-là. C'est juste Mercedes qu'ils ont trouvé, félicitations à eux. Il y en a d'autres qui vont dire que, justement, c'est pas légal. Parce que, techniquement, le moteur en tant que tel, il n'est pas légal. C'est juste qu'ils ont trouvé une façon de le rendre, en tout cas, ils ont trouvé une façon de le rendre plus performant en exploitant une zone grise. Donc, tu sais, il n'est pas légal, techniquement parlant. Puis, il y en a d'autres, par exemple, qui vont sortir le cas de Ferrari en 2019. On se souvient que Ferrari il y avait eu un petit scandale avec leur débit d'essence en tant que tel, qui rendait le moteur plus puissant. Notamment, une boîte de Ferrari en 2019, c'était n'importe quoi. Puis, en tant que tel, Ferrari, le moteur, oui, était illégal, mais ils avaient aussi exploité une zone grise du règlement en tant que tel. Puis, il y avait des équipes qui s'étaient plaintes. Donc, après, Ferrari avait été obligé de refaire un moteur à la va-vite en 2-3 mois, ce qui avait donné les 2 années de misère en 2020 et en 2021, avec un moteur sous-performant que pas possible. Donc là, la FIA sont comme dit, soit on laisse Mercedes courir avec le moteur, sauf que là, on prend un gros risque que Ferrari, Audi et Honda se plaignent, puis qu'ils portent des plaintes, puis qu'il y ait des disqualifications. Ça se pourrait. Soit on dit que Mercedes n'ont pas le droit de courir avec ce moteur-là, sauf qu'il y aurait techniquement, à ce qu'on a entendu, il n'y aurait pas le temps. Ouais, il faudrait qu'ils refassent un nouveau moteur. Un nouveau moteur, il n'y aurait pas le temps de le refaire. Ou soit, il dit, on va les laisser courir dans la promesse que l'année prochaine, ils rendent leur moteur légal. Mais là, c'est rendu là. Ouais, faut qu'ils vérifient vraiment comme il faut, parce que ça va être par les détails. Est-ce que c'était vraiment trop gris, c'était-tu... On va voir. C'est peut-être... Moi, personnellement, je vais donner mon opinion rapidement. Je suis fan de Ferrari, je suis non seulement biaisé. Mais écoutez, la FIA, on sait que c'est pas les super numéro 1 au niveau de constance dans leurs décisions, on va se le dire bien franchement. Mais là, il faut que tu sois constant. Si Ferrari a une pénalité aussi grave pour leur moteur qui techniquement a exploité une zone grise aussi, Mercedes va avoir ce truc-là aussi. Je suis désolé, mais c'est le cas. Mais pour moi, si c'est une zone grise puis que tu n'en fais pas, moi je pense qu'il n'aurait pas dû être pénalisé Ferrari et Mercedes, parce que rendu là, c'est rendu les qualifs, c'est 0.3, t'es de premier à 7e. Si tu réussis à trouver... Non, c'est ça, si tu gagnes 3/10 par tour avec pour moi, tu devrais les laisser, mais c'est vrai que si tu le fais une fois, il faut que tu le fasses pour tout le monde. C'est ça. Sinon, Ferrari n'a pas dû être pénalisé en 2019. C'est ça, c'est un des deux en tant que tel. Donc ça va être à surveiller dans les prochaines semaines du côté de la F1. Puis sinon, rapidement, si on va du côté du basketball, on change vraiment de sport. On va checker rapidement le classement. Le Thunder d'Oklahoma City, la dernière fois qu'on en était parlé, il y avait eu une défaite. Là, ils se sont calmés. Ils ont perdu 2 matchs de plus depuis. Donc, ils ont maintenant une fiche de 25 victoires et 3 défaites. Ils ont perdu leur match contre les Spurs, que Wembanyama était de retour, mais les Spurs sont 21-7, c'est une grosse équipe. Et ils ont perdu contre les Timberwolves. Donc ça fait 2 défaites en comme 5 matchs, quand il y en avait juste un depuis le début de l'année, mais en même temps, une équipe qui a juste 3 défaites, je pense qu'ils vont être corrects. C'est 25 points. Donc ça va très très bien du côté du Thunder d'Oklahoma City, toujours mené notamment par SGA en tant que tel. Puis sinon, dans l'association de l'Ouest, il faut pas être fan des Pelicans, des Kings ou des Clippers. C'est quand même assez bon. Ouais, puis en plus, les Clippers, comme on le sait, c'est qui leur choix? C'est les Thunder. Le Thunder! Donc, puis là, le pire, c'est que, tu sais, au moment qu'on checkait, les Clippers avaient quelques victoires d'avance. Là, maintenant, ils sont tous en égalité niveau victoire avec Sacramento et
et la Nouvelle-Orléans. Donc là, ça se pourrait qu'il y ait un très très bon choix. Puis sinon, dans l'Est, la dernière fois qu'on avait parlé, les Raptors avaient perdu des matchs, mais ils étaient toujours bien placés. Mais ils ont descendu un peu. Ils ont descendu un peu, ils perdent un petit peu plus de matchs, mais ils sont quand même encore 6e de l'association de l'Est. Ce qui veut dire qu'ils sont toujours en position de faire les séries éliminatoires. Ils possèdent une fiche de 17 victoires et 13 défaites pour l'instant. Donc, tu sais, ça va quand même bien. Ils sont dans la lutte avec des équipes comme par exemple le Magic ou les Cavaliers en tant que tel. Donc, ça va être à surveiller. Puis sinon, dans l'Est, c'est les Pistons de Détroit. On se souvient que les Pistons de Détroit, pas plus tard que 2-3 ans, ils battaient des records de défaites consécutives. Là, maintenant, premier dans l'Est avec 22 victoires, 6 défaites devant les Knicks de New York et les Celtics de Boston. Toujours relevant, cette équipe-là. Puis sinon, dans l'Est, il faut pas être fan des Pacers ou des Wizards. On rappelle les Pacers l'année passée, finalistes. Match 7 en finale. Là, 6 victoires, 23 défaites, ça va être très très mal. Puis les Wizards de Washington aussi, 5 victoires, 22 défaites. Donc c'est rough du côté de ces équipes-là. Puis sinon, au niveau des stats, Luka Doncic qui va bien, tout comme Nikola Jokic aussi. Jokic qui est en gros premier au niveau des rebonds par partie en tant que tel dans la ligue, également pour les passes décisives et qui est 5e pour la moyenne de points. Il est très proche du 30 points de triple-double de average ça. Il est à 29 points du côté de ses points. Et pour ses rebonds, c'est 12. Et pour ses passes, c'est 10. Donc, il average un triple-double, mais 29 points. C'est pas à 30 points, mais c'est vraiment très très proche. C'est le 5e de la ligue. Et ça se bat au top. Luka Doncic et SGA pour le plus de points, 34 et 32. Donc, ça, c'est les meilleurs cette année dans la NBA. Puis je pense que ça conclut pas mal l'épisode. Oui, effectivement. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal tous les sujets. Donc, j'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, après Noël, on va parler notamment du début du championnat du monde junior du côté du Canada. On va peut-être faire un tour du côté de la Coupe Spengler aussi, on sait jamais. Peut-être. C'est quelques années que le Canada ne se rend pas en finale. Maintenant, c'est bizarre parce qu'ils peuvent jouer genre 3 matchs de suite en 3 jours. Oui. C'est quand même assez Et bizarre. en plus, c'est comme. T'as pas les meilleurs joueurs au monde, Non. c'est comme étrange comme coupe. Ouais, non, effectivement. Mais c'est comme un vieux tournoi, parce que c'est déjà leur 97e édition. Donc c'est un vieux tournoi de hockey, donc on pose pas trop de questions. Sur les transitions aussi, on va être sur le bord d'avoir l'alignement partant pour le Canada pour les Jeux olympiques, en espérant juste que l'aréna soit prêt entre-temps. Sinon, on va parler des matchs de la semaine 17 dans la NFL. On risque d'avoir une très bonne idée du portrait des éliminatoires dans la Ligue à seulement une semaine de la fin. Sinon, on va continuer de parler des nouvelles de la LNH en tant que telle. Sûr qu'il va y avoir un petit congé. On va tranquillement suivre aussi ce qui se passe côté de la LHGMQ, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. La période d'échange va commencer à s'ouvrir. Les Saguenay-Chicoutimi qui sont allés chercher 3 gros joueurs. Thomas Lavoie, Alexis Bernier et Maverick... En tout cas, un joueur de l'Océanique de Rimouski. Mais ouais, Thomas Lavoie, qui justement, son dernier match avec les Eagles, a fini avec 3 buts. Le défenseur. Puis Alexis Bernier, du côté du Drakkar, lui n'a pas joué encore cette saison, mais il devrait être de retour en janvier. Donc ça va être très très tôt. Donc oui, les Saguenay-Chicoutimi qui sont allés all-in. On rappelle qu'ils n'ont pas atteint la finale de la LGMQ depuis 1997. Donc ça fait très longtemps. À l'époque, le gardien partant, c'était un analyste très respecté du côté d'RDS, parce que c'était Marc Denis. Oh, ouais, Marc Denis. Mais non, mais pour elle, les Saguenay des années 90, leurs 3 gardiens, quand ils vont en finale de la LGMQ, c'est Marc Denis, Éric Fichaud, puis Félix Potvin. Ok, c'est quand même pas ça mal. va. Le plus petit nom là-dedans, c'est Éric Fichaud, qui a quand même eu une carrière correcte. Donc, en espérant, moi en tout cas, en tant qu'originaire du Saguenay, j'espère vraiment qu'ils se rendent loin. Puis il est plus au moins ça fait 2 ans, 3 ans qu'on le savait que ça allait être là, leur chance avec Maxime Massé qui est à son apogée. Ouais, ils mènent la LGMQ en termes de buts. Mais ils mènent pas la CHA en termes de buts aussi avec 29. Mais j'avais vu qu'il y avait genre presque 50 points déjà. Puis non, je pense qu'ils mènent littéralement la Ligue canadienne au niveau des buts. Donc, oui, non, vraiment, ils sont à leur pic en tant que tel. Ils vont all-in cette année. Puis c'est le temps en tant que tel. Donc, peut-être un premier championnat depuis l'ère Jeannot Trudel. Non, ça c'est grave. Ça, c'est très grave. Non. Premier championnat depuis les années 90. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Sinon, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. On vous souhaite un joyeux Noël, parce qu'on ne sera pas de retour. En tout cas, le prochain épisode, ça va être après Noël en tant que tel. Puis on continue de travailler sur la vidéo, sur le review de la saison de Formule 1, qui devrait malheureusement peut-être sortir début 2026. Mais pas trop tard pour pas que ça soit juste plus pertinent en tant que tel. On va attendre de checker toutes nos statistiques. Mais sinon, j'espère que vous avez apprécié et on va se retrouver la semaine prochaine.